Tu crois avoir raté ta vie. Tu regardes tes rêves inachevés, tes erreurs, les occasions manquées, et tu penses que le verdict est déjà tombé. Tu as eu des rêves, de vrais rêves, pas ceux que ta famille t'a prêtés, ni ceux que la société t'a vendus en kit. Mais les tiens, ceux qui te réveillaient le matin avant même le réveil. Ceux qui faisaient battre ton cœur plus vite quand tu osais les murmurer rien que pour toi-même. Tu voulais créer, tu voulais construire quelque chose qui porte ton nom, pas au fronton d'un immeuble, mais dans la mémoire de ceux que tu touches. Tu voulais écrire des histoires, peindre des toiles, monter un projet fou, aider des inconnus, changer de métier, vivre ailleurs, apprendre une langue, composer une chanson, dire enfin à quelqu'un que tu l'aimais ou que tu ne l'aimais plus. Tu voulais que ta vie te ressemble. Et puis la vie est arrivée. Pas celle que tu imaginais à 20 ans, quand le monde était une page blanche et toi le stylo. L'autre, la vraie, soi-disant. Celle des alarmes à 6h30, des embouteillages sous la pluie, des réunions qui n'en finissent pas, des formulaires administratifs, des « tu ne peux pas tout avoir ». Celle des compromis déguisés en sagesse, celle des renoncements maquillés en choix raisonnables. Tu t'es dit, ce n'est qu'une étape, juste une parenthèse. Le temps que les enfants grandissent, le temps que la situation se stabilise, le temps que tu saches vraiment ce que tu veux, le temps que la peur passe, le temps que le courage vienne. Mais les parenthèses se sont multipliées. Et un matin, sans que tu t'en rendes compte, elles ont avalé le texte tout entier. Tu t'es levé, tu t'es regardé dans la glace et tu as vu un inconnu. Pas un mauvais homme, pas une mauvaise femme. Quelqu'un de propre, de responsable, de vaillant. Quelqu'un que les autres apprécient ou respectent. Mais un inconnu quand même. Quelqu'un dont le regard ne scintille plus tout à fait. Quelqu'un qui parle plus souvent de ce qu'il faut faire que de ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un qui a rangé l'essentiel dans un tiroir qui ne s'ouvre plus. Et le verdict est tombé. Pas un coup de tonnerre, pas un drame shakespearien. Juste une petite phrase presque anodine, répétée en boucle derrière ton front. J'ai raté ma vie. 3 mots, tu ne les prononces jamais à voix haute. Tu as trop peur que le fait de les formuler les rende définitifs. Alors tu les gardes pour toi. Tu les rumines en silence, la nuit, au volant de ta voiture, dans la file d'attente du supermarché, au milieu d'une conversation qui ne t'intéresse pas. Ils sont là, tapis sous ton sourire social, sous tes « je vais bien, merci ». Un caillou dans la chaussure, un poids sur la poitrine, une douleur propre, intime, qui ne se partage pas. Parfois, le soir, tu restes assis dans ton véhicule, moteur éteint, quelques minutes avant de rentrer chez toi. Pas parce que tu n'aimes pas les tiens, pas parce que tu ne veux pas retrouver ta maison, mais parce que tu n'es pas encore prêt à enfiler le costume, celui de la personne qui assure. Celui ou celle qui n'a pas de doute. Tu as besoin de ces minutes volées, seul dans l'habitacle, entre le monde extérieur et le monde intérieur, juste pour respirer, juste pour te souvenir que tu existes encore derrière la façade. Tu te souviens des nuits de tes 20 ans, de l'énergie qui te soulevait, de cette certitude absolue que ta vie serait un roman, pas un mode d'emploi. Tu te souviens de cet ami avec qui tu refaisais le monde jusqu'à l'aube, de cette promesse échangée un soir d'été, de cette idée lumineuse que tu as laissé s'éteindre faute de combustible. Tout cela est encore là, quelque part, pas effacé, juste recouvert, comme un tableau ancien sous des couches de peinture bon marché. Alors tu te demandes où ça a basculé. Tu cherches le moment exact, le carrefour précis, l'instant fatidique où ta trajectoire a dévié. Est-ce ce choix d'orientation à 18 ans, dicté par la peur de décevoir ? Cette filière que tu n'aimais pas, ce métier que tu n'as jamais choisi, que tu as simplement accepté. Est-ce cette première embauche, prise par défaut, qui est devenue une carrière entière par la force de l'inertie? Est-ce cette relation dans laquelle tu es resté trop longtemps, non par amour, mais par crainte de la solitude? Ou au contraire, celle que tu as laissée passer, ce visage croisé un jour de pluie, cette main que tu n'as pas osé prendre, cette déclaration que tu as ravalée? Est-ce cette décision repoussée année après année? Reprendre des études, lancer ce projet, partir à l'étranger, écrire ce livre, appeler ton père avant qu'il ne soit trop tard, pardonner, demander pardon. Ou bien le coupable est-il plus diffus? Aucune grande décision ratée, aucun accident spectaculaire, mais une multitude de petites morts quotidiennes, les micro-renoncements. Les oui prononcés quand tout ton être hurlait non, les silences quand il fallait parler, les renoncements par fatigue, par confort, par habitude. La télévision allumée au lieu du carnet ouvert. Le scroll infini au lieu du sommeil. La bière au lieu du cri. Chaque petit abandon était raisonnable, invisible,
indolores sur le moment. Mais accumulés, ils ont formé une couche sédimentaire épaisse, lourde, qui t'a peu à peu coupé de ta propre source. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres, tes collègues, tes voisins, tes amis d'enfance. Ils affichent des vies bien ordonnées, des carrières cohérentes, des maisons bien tenues. Sur les réseaux sociaux, ils publient des sourires, des réussites, des enfants qui grandissent, des vacances en bord de mer, des promotions, des médailles. Chaque image est un petit coup de canif dans ton estime personnelle. Chaque publication te murmure qu'ils ont réussi eux, qu'ils sont dans les temps, que leur existence suit la courbe attendue. Et toi, tu te sens hors jeu, en retard, incomplet. La comparaison est un acide qui te ronge et tu as beau savoir qu'elle est toxique, tu n'arrives pas à t'en passer. Tu mesures l'écart entre ce que tu projetais et ce que tu vis, tu mesures l'écart entre ce que les autres montrent et ce que toi tu caches, et cet écart tu l'appelles honte. Mais as-tu seulement songé que les autres, peut-être, font le même calcul que toi? Que derrière chaque profil impeccable, il y a peut-être un être humain qui fixe son plafond à 3 heures du matin en se demandant, lui aussi, ce qu'il a fait de son existence? Que derrière chaque sourire certifié, il y a peut-être une fissure que personne ne photographie? Le verdict est dur parce qu'il se fonde sur une comparaison truquée. Tu compares ton intérieur avec leur extérieur, ta réalité crue avec leur mise en scène, tes chapitres inachevés avec leur légende filtrée. Mais même en sachant cela, la morsure ne disparaît pas entièrement. Parce qu'il y a une vérité plus profonde, une vérité que tu refuses d'admettre en plein jour. Ce n'est pas seulement que tu n'as pas accompli ce que tu voulais accomplir, c'est que tu n'es pas devenu qui tu devais devenir. Carl Jung appelait cela le déni de l'ombre, la rencontre avec la partie de soi que l'on a sacrifiée sur l'autel de l'adaptation sociale. Tu t'es construit une armure brillante pour affronter le monde, mais à l'intérieur, quelqu'un étouffe. Le gamin qui croyait tout possible, l'adolescent aux idéaux brûlants, l'adulte naissant qui s'était promis de ne jamais ressembler à ces grandes personnes grises et résignées. Tous ces toits antérieurs te regardent, et dans leurs yeux, tu lis une déception qui ne formule pas de reproche, ce qui est pire. Une tristesse silencieuse. Un pourquoi tu m'as abandonné. Tu as passé des années à faire ce qu'il fallait, à cocher les cases, diplôme, emploi, mariage, enfant, crédit, responsabilité, cases supplémentaires. Mais pendant que tu cochais, tu t'éloignais. Chaque case était un pas de plus vers la conformité et un pas de plus loin de ta singularité. Personne ne t'a jamais appris à écouter cette voix intérieure. On t'a appris à la faire taire. On t'a appris que réussir, c'est entrer dans le moule. Que la sécurité est préférable à la passion. Que le risque est une folie. Que la stabilité est une vertu. Tes parents, tes professeurs, tes supérieurs, ils voulaient ton bien. Ils t'ont aimé comme ils savaient t'aimer. Ils t'ont protégé du danger. Mais ce faisant, ils t'ont peut-être protégé de toi-même. Et maintenant, tu te retrouves avec un vernis de réussite qui ne comble rien. Peut-être même que tu as tout ce que la société prescrit pour être heureux. Une maison correcte, un salaire acceptable, une famille, des possessions. Mais l'âme, elle, ne se nourrit pas de choses. Elle se nourrit de sens. Et le sens, tu ne le trouves pas dans ton compte en banque ni dans ton titre sur la carte de visite. Le sens, c'est cette connexion brûlante entre ce que tu fais et qui tu es. Et cette connexion, pour toi, s'est distendue, peut-être même rompue. Alors tu te dis que c'est trop tard, que tu as dépassé l'âge, que les jeux sont faits, que les dés sont jetés, que tu dois maintenant te contenter de gérer la suite, tenir bon, ne pas te plaindre parce que d'autres vivent bien pire, n'est-ce pas, et que tu devrais avoir honte de ressentir ce manque au milieu de ton confort relatif. Mais le cœur ne se tait pas parce que tu le lui ordonnes. L'âme ne se résigne pas par un raisonnement logique. Elle t'envoie des signaux, cette insomnie, cette fatigue inexplicable, cette irritabilité, ce vide au fond de la poitrine quand tu éteins la lumière. Elle te parle dans une langue ancienne que tu as oublié comment écouter, mais elle parle quand même. Elle attend, elle espère. Tu n'as pas raté ta vie parce que ta vie n'est pas finie. Ce verdict que tu prononces dans l'obscurité, ce n'est pas une conclusion, c'est un symptôme que quelque chose en toi refuse de mourir. La douleur que tu ressens n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un réveil, le cri d'une partie de toi qui exige de naître, non de périr dans le silence. Regarde bien cette douleur, écoute-la, ne la fuis pas, elle te dit que tu es encore vivant. Elle te dit que le feu couve sous la cendre. Elle te dit que le chapitre n'est pas clos, il attend seulement que tu reprennes la plume, que tu cesses d'écrire l'histoire que les autres ont commencée pour toi,
et que tu commences enfin à dicter la tienne. Mais ça, c'est une vérité qui prend du temps à traverser. Pour l'instant, tout ce que tu sais, tout ce que tu ressens, c'est cette voix dans la nuit qui répète « j'ai raté ma vie ». Et tu ne sais pas encore que cette voix ment, tu te tiens devant le miroir de ta salle de bain, un matin comme les autres, et tu remarques une ride que tu n'avais jamais vraiment regardée. Ce n'est pas la ride qui te dérange, c'est ce qu'elle signifie dans le récit qu'on t'a vendu. Dans ce récit, chaque année est une marche à gravir, chaque âge est une case à cocher. Et si tu n'as pas coché les bonnes cases au bon moment, le verdict est clair, tu es en retard. Tu as déraillé, tu as raté le train. Mais d'où vient ce train ? Qui en a tracé les rails ? Qui a décidé que la vie devait ressembler à un itinéraire de GPS avec une heure d'arrivée prévue ? On t'a inoculé un mensonge si vieux, si bien enraciné dans la terre collective, que tu ne le vois même plus. Il est devenu transparent. Il est l'eau dans laquelle tu nages, l'air que tu respires, la règle que tu n'interroges jamais parce que tout le monde semble l'accepter. Ce mensonge tient en une phrase, simple comme une condamnation. Il y a un âge pour tout. À 20 ans, tu devrais explorer, te former, jeter les bases. À 30 ans, tu devrais avoir trouvé ta voie, construit ta carrière, fondé une famille ou au moins un début de quelque chose. À 40 ans, tu devrais consolider, récolter, t'établir. À 50, tu devrais être au sommet, jouir de la reconnaissance. À 60, ralentir, transmettre, préparer la sortie. Et si à 35 ans, tu ne sais pas encore ce que tu veux vraiment faire, c'est la panique. Si à 45 ans, tu veux changer de métier, on te regarde avec une pitié polie. Si à 50 ans, tu parles d'un rêve non réalisé, on hoche la tête en pensant crise de la cinquantaine, comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse dont il faut guérir. Si à 60 ans, tu veux démarrer quelque chose de neuf, on te trouve mignon. Mais dans le fond, personne n'y croit. Pas vraiment. Ce calendrier invisible, tu ne l'as jamais choisi. Il t'a été glissé dans le berceau par les contes que tes parents t'ont lus, par les films que tu as vus, par les magazines que tu as feuilletés, par les conversations polies autour de la table de Noël. Il est dans les silences approbateurs quand quelqu'un annonce une promotion à 30 ans et dans les regards gênés quand quelqu'un avoue qu'il ne sait toujours pas où il va à 40. On a fait de la vie une course contre la montre, mais la montre n'est pas la tienne. C'est une montre fabriquée par d'autres, calibrée sur une moyenne statistique qui ne correspond à personne en particulier. C'est la montre du voisin, la montre de l'école, la montre du système économique qui a besoin que tu produises, que tu consommes, que tu rentres dans les cases pour mieux te gérer. Un humain prévisible est un humain rentable. Un humain qui suit la courbe est un humain qui ne dérange pas. Mais la vie réelle ne suit pas de courbe. La vie réelle est pleine de détours, de virages, de marches arrière, de stations prolongées dans le brouillard. Elle ressemble moins à une autoroute qu'à un sentier de montagne, avec ses lacets, ses éboulis, ses passages où tu dois t'arrêter pour reprendre ton souffle. Regarde la nature. L'arbre pousse-t-il en ligne droite ? La rivière coule-t-elle sans faire de méandres ? Le jour se lève-t-il à la même heure toute l'année ? Ce culte de la ligne droite est une invention humaine, une obsession moderne que les générations d'avant ne portaient pas de la même manière. Autrefois, on avait le droit à la saisonnalité de l'existence. On pouvait semer tard, récolter tard, se tromper de champ, en changer. Aujourd'hui, tu vis sous la tyrannie du CV linéaire. Il ne doit pas y avoir de trous, il ne doit pas y avoir de zigzag, pas de période floue, pas de reconversion qui ressemble à un aveu d'échec. Tu dois pouvoir raconter ta vie comme une success story cohérente, de la case départ à la case arrivée, sans rature. Et si ta vie ne ressemble pas à ça, tu en déduis qu'elle ne vaut pas la peine d'être racontée. C'est là que le mensonge fait ses dégâts les plus profonds. Il te pousse à comparer tes coulisses avec les bandes annonces des autres. Tu ouvres ton téléphone et tu vois défiler les réussites calibrées. Le camarade de lycée qui a monté sa boîte et vendu à des millions. La cousine qui a publié un livre à 27 ans. L'inconnu qui a couru un marathon sur tous les continents. Le collègue qui a pris sa retraite à 45 ans grâce à des investissements brillants. Les photos de soirée, les trophées, les enfants parfaits, les sourires éclatants. Chaque image te dit quelque chose de terrible. Eux, ils sont dans les temps, pas toi. Tu ne vois pas ce que ces images cachent. Tu ne vois pas les nuits blanches d'angoisse derrière la start-up à succès, les manuscrits refusés avant le livre publié, les genoux brisés derrière les marathons, les divorces derrière les sourires de cartes de vœux. Tu ne vois que le résultat et tu le compares à ton processus.
Tu compares le meilleur moment des autres, sélectionné, filtré, mis en scène, avec ton quotidien brut, flou, incertain. C'est une guerre inégale, et tu te demandes pourquoi tu la perds à chaque bataille. Le mensonge te fait croire que le temps est une ligne droite et que chaque année doit produire un résultat mesurable, visible, validable par les autres. Mais le temps humain n'est pas seulement chronos, le temps de l'horloge, le temps quantitatif qui s'égrène mécaniquement. Il y a une autre dimension du temps que les anciens Grecs appelaient kairos, le temps de l'opportunité, le moment juste qui n'obéit à aucune régularité, qui surgit quand les conditions intérieures et extérieures se rencontrent. Kairos ne se planifie pas, il se reconnaît, il se cueille, il peut arriver à 20 ans, à 40, à 60, à 80. Il n'a pas de date de péremption. Pense à ta propre vie. Qu'est-ce qui a vraiment compté jusqu'ici? Les rencontres décisives, les prises de conscience soudaines, les virages imprévus. Sont-ils arrivés selon un plan préétabli? Sont-ils apparus à l'âge prescrit? Ou bien ont-ils surgi par effraction quand tu ne les attendais plus, quand tu avais cessé de les chercher? La femme de ta vie, tu ne l'as peut-être pas rencontrée à l'âge où tes parents l'espéraient. Ta vocation, tu ne l'as peut-être découverte qu'après avoir exercé 10 métiers différents. Ta maturité, ta sagesse, ta capacité à aimer vraiment, tout cela a suivi un tempo qui n'appartient qu'à toi. Tu n'es pas en retard, tu es simplement sur ton propre fuseau horaire. Le drame, c'est que personne ne te l'a jamais dit. On t'a appris à mesurer ta valeur à l'aune des standards extérieurs. On t'a appris à craindre le jugement, à anticiper la question dans les yeux des autres. Alors, t'en es où? Tu redoutes les repas de famille, les retrouvailles d'anciens élèves, les conversations de machine à café où il faut se présenter en une phrase brillante. Tu redoutes ces moments où l'on te demande ton métier, ton statut, tes projets, et où tu te sens obligé de livrer un récit lisse, ascendant, rassurant. Si tu ne peux pas le faire, tu te sens nu. Tu bafouilles, tu changes de sujet, tu plaisantes pour masquer la gêne. Mais imagine une seconde. Imagine un monde où ce calendrier n'existerait pas. Un monde où tu pourrais dire, à 45 ans, je ne sais pas encore ce que je veux faire, et recevoir en réponse non pas de la pitié, mais du respect. Parce que ce serait la preuve que tu refuses de tricher, que tu refuses de remplir les cases pour faire plaisir, que tu es encore en chemin. Un monde où changer de vie à 60 ans ne serait pas une excentricité, mais une possibilité parmi d'autres. Un monde où l'on honorerait les éclosions tardives autant que les précocités. Ce monde n'est pas une utopie. Il a existé à d'autres époques. Il existe encore dans certaines cultures qui valorisent l'aîné qui se réinvente, la femme qui reprend des études à 50 ans, l'homme qui apprend un instrument à 60. La pression que tu ressens est le produit d'une société industrielle, puis numérique, obsédée par la performance, la productivité, l'optimisation de chaque seconde. Mais tu n'es pas une machine, tu es un vivant. Les vivants ont des rythmes, des hivers et des printemps, des phases de dormance et des explosions de croissance. Un pommier ne donne pas de fruits en janvier et personne ne le lui reproche. Toi, tu te reproches de ne pas avoir réussi à 30 ans ce que tu aurais dû réussir à 20. Mais qui a fixé cette échéance? Pas la vie, pas la nature, pas ton âme. Le mensonge te maintient dans la honte et la précipitation. Et la précipitation est mauvaise conseillère. Elle te pousse à prendre des décisions pour te conformer, non pour t'accomplir. Elle te fait choisir une carrière parce qu'il faut bien, épouser quelqu'un parce que c'est l'heure, acheter une maison parce que tout le monde le fait. Elle te fait passer à côté de ta propre existence. Elle remplit ton agenda de rendez-vous qui ne te correspondent pas et vide ton être de sa substance. Pire encore, le mensonge te vole la possibilité de tirer sagesse de tes détours. Tout ce que tu as vécu, ces années que tu qualifies d'errance, ces périodes que tu crois perdues, ces chemins de traverse que tu regrettes, tout cela constitue en réalité la matière brute de ta singularité. Aucun parcours linéaire ne produit la profondeur que donnent les failles, les erreurs, les recommencements. Le capitaine qui n'a jamais essuyé de tempête sait-il vraiment naviguer? L'homme qui n'a jamais douté sait-il vraiment ce qu'il croit? Tu regardes ta vie et tu n'y vois qu'un retard. Un ensemble de chapitres qui n'auraient pas dû exister, de bifurcations qui t'ont éloigné de l'autoroute. Et si ces bifurcations n'étaient pas des écarts, mais le chemin lui-même? Et si la ligne droite dont tu rêves était en réalité une impasse, une fiction, une route qui ne mène qu'à la désillusion de ceux qui y sont parvenus trop vite sans avoir goûté au chemin? Regarde autour de toi.
Écoute les témoignages de ceux qui ont explosé leur vie en plein vol parce qu'ils avaient tout misé sur la performance et rien sur le sens. Écoute le vide existentiel de ceux qui ont réussi trop tôt, sans avoir appris à se connaître, et qui se retrouvent à 50 ans avec tous les trophées et aucune paix intérieure. Le retard n'est pas un retard. Il est la preuve que tu as vécu, que tu as pris des risques, que tu as affronté des tempêtes, que tu as écouté d'autres voix avant de pouvoir écouter la tienne. Il est la preuve que tu n'es pas un produit manufacturé sorti d'une chaîne d'assemblage, mais un être humain complexe, contradictoire, en évolution permanente. Le mensonge s'effrite quand tu commences à examiner sa source. Qui t'a dit que tu étais en retard? Une institution scolaire qui avait besoin de classer des élèves pour en faire des employés? Un système économique qui récompense la productivité immédiate, pas la maturation intérieure? Des parents qui projetaient sur toi leurs propres rêves inachevés? Tous ces acteurs n'avaient pas de mauvaises intentions. Ils transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Mais aujourd'hui, tu as le droit, le devoir même, de reposer la question, de demander à ce calendrier « De quel droit me juges-tu » Ta vie ne se mesure pas en années mais en degrés de vérité. La question n'est pas de savoir si tu as coché les cases à temps. La question est de savoir si, quand tu te tiens immobile dans le noir à 3 heures du matin, tu peux te regarder en face et te dire « Je suis sur mon chemin, pas le leur, le mien ». Ce chemin peut être sinueux, incompréhensible aux yeux des autres, jonché de ce que tu appelles des échecs et que la suite de ton histoire pourrait bien révéler comme des fondations nécessaires. Le temps n'est pas ton ennemi. Il est la toile sur laquelle tu tisses, fil après fil, un motif que tu ne comprendras pleinement qu'en prenant du recul. Aucun grand arbre n'a poussé en une saison, aucune cathédrale ne s'est bâtie en une décennie. Ce qui a de la valeur prend du temps. Toi, tu as de la valeur. Et la pression que tu ressens, cette horloge qui égrène dans ta tête, un compte à rebours permanent, cette angoisse de ne pas être à ta place. Tout cela n'est pas une fatalité, c'est le signal que tu es encore prisonnier d'une fiction. Le premier pas vers la liberté, c'est de reconnaître que cette montre n'est pas la tienne, que personne n'a jamais décrété qu'à ton âge tu devrais être ailleurs, que les plus grandes floraisons surviennent parfois après les plus longs hivers, que tu n'es pas en train de manquer ta vie. Tu es en train de la vivre à ton rythme, avec des détours qui ne sont pas des erreurs, mais des chapitres d'une histoire que toi seul peux écrire. La seule voix qui compte vraiment, ce n'est pas celle du monde qui dicte ses échéances, c'est celle qui murmure au fond de toi, patiente, obstinée, tu n'as pas encore fini. Tout peut commencer aujourd'hui. Tu contemples les ruines de tes ambitions, tu vois des décombres partout. Ce projet abandonné, cette relation brisée, cette carrière qui n'a jamais décollé, ce talent que tu n'as pas cultivé, ce rêve que tu as enterré sous des pelletés de pragmatisme. Tu regardes ces vestiges et tu te dis que ta vie est un champ de bataille jonché de défaites. Chaque échec est une cicatrice, chaque regret est une accusation silencieuse. Mais as-tu seulement songé que ces ruines ne sont pas la fin d'une histoire, mais ses fondations? Tu voudrais une vie lisse, droite, sans accroc. Une vie qui ressemble à ces biographies expurgées que l'on raconte dans les discours de remise de diplôme. Mais les vies qui comptent vraiment sont rarement lisses. Elles sont pleines d'aspérités, de fausses routes, de nuits sans étoiles. Et c'est précisément dans ces aspérités que se cache la force dont tu as besoin pour renaître. Viktor Frankl l'a appris dans l'endroit le plus sombre que l'humanité ait jamais engendré. Déporté dans les camps de concentration, dépouillé de tout. Son travail, sa famille, son manuscrit, son nom réduit à un numéro, il a fait une découverte qui a changé la psychologie pour toujours. Ceux qui survivaient n'étaient pas les plus robustes physiquement. C'étaient ceux qui parvenaient, contre toute logique, à trouver un sens à leur souffrance. Ceux qui pouvaient se projeter dans un futur qui justifiait le présent. Ceux qui transformaient leur douleur en mission. Frankl a observé que tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose. La liberté de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Dans l'horreur absolue, il a vu des êtres humains conserver une étincelle de dignité en décidant que leur souffrance ne serait pas absurde. Ils allaient témoigner plus tard, ils allaient revoir un être cher, ils allaient terminer une œuvre. Et ce sens, aussi ténu soit-il, a maintenu leur humanité en vie quand tout le reste s'effondrait. Tes échecs ne sont pas des camps de concentration, ne comparons pas l'incomparable. Mais le mécanisme intérieur est le même. La douleur que tu ressens devant ce que tu appelles tes ratages, cette brûlure de l'échec, elle ne te tue pas, elle te parle. Elle te demande, quel sens vas-tu donner à cela?
Vas-tu laisser ces ruines te définir comme une victime ou vas-tu en faire le terreau d'une version de toi que tu n'aurais jamais pu devenir sans elle? Regarde cette faillite qui t'a humilié il y a 10 ans. Regarde ce poste que tu n'as pas obtenu. Regarde cette personne qui est partie. Regarde cette erreur qui t'a coûté si cher. Chaque fois, quelque chose en toi s'est brisé, mais chaque fois, quelque chose d'autre a commencé à pousser dans la fissure. Une lucidité nouvelle, une humilité que tu n'avais pas, une capacité à écouter que tu ne possédais pas quand tout te réussissait, une connaissance intime de tes limites, mais aussi de tes ressources insoupçonnées. Tu ne le vois pas encore, parce que tu es encore le nez collé sur les débris. Mais prends un peu de recul, et tu verras l'architecture secrète que ces épreuves ont bâtie en toi. Carl Jung a passé sa vie à explorer les profondeurs de la psyché. Il a montré que la première moitié de l'existence est consacrée à construire une persona, ce masque social que tu portes pour t'intégrer au monde. Tu bâtis une carrière, un statut, une façade. Tu réponds aux attentes, tu coches les cases. Mais vient un moment, souvent autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, où cette construction craque. Tu te sens vide malgré les réussites extérieures, ou tu te sens écrasé sous le poids des échecs. Ce moment, la société l'appelle crise de la quarantaine. Jung l'appelait le début de l'individuation. Le moment où tu cesses d'être ce que les autres ont voulu que tu sois pour devenir ce que tu es vraiment. Dans cette perspective, tes échecs ne sont pas des accidents de parcours, ils sont les messagers de ton âme. Ils te disent que la route que tu empruntais n'était pas la tienne, ou qu'elle ne l'est plus. Ils te forcent à t'arrêter, à te retourner, à regarder en face cette partie de toi que tu as sacrifiée. Ton ombre, dirait Jung. Non pas un monstre, mais une réserve inexploitée de vie, de créativité, de vérité. Tout ce que tu as refoulé pour être acceptable, tout ce que tu as enfoui pour être raisonnable, tout cela n'a pas disparu. Cela attendait son heure. Et tes échecs ont ouvert la brèche par laquelle cette richesse peut enfin remonter à la surface. Tu te crois en retard, mais tu es simplement en train d'accoucher de toi-même. Et un accouchement, cela ne se fait pas sans douleur, sans cri, sans ce sentiment d'être déchiré en deux. L'histoire regorge d'hommes et de femmes qui ont échoué pendant des décennies avant de devenir ceux pour quoi on se souvient d'eux. Leurs noms sont aujourd'hui des symboles de réussite, mais leurs biographies sont des cimetières de tentatives avortées, de rejets, d'années apparemment perdues. Harland Sanders, tu le connais peut-être sous le nom de Colonel Sanders, le visage de Kentucky Fried Chicken. À 65 ans, il a pris sa retraite avec une pension minuscule et une recette de poulet frit. 65 ans, l'âge où la société te dit que ta vie est derrière toi. Avant cela, il avait été tour à tour conducteur de tramway, vendeur d'assurance, pompier, agriculteur. Rien ne marchait. Il s'était fait renvoyer de plusieurs emplois. Il avait même tiré sur un concurrent lors d'une dispute commerciale, ce qui lui avait valu des ennuis judiciaires. À 65 ans, il aurait pu regarder sa vie et prononcer le verdict « J'ai tout raté ». Il a choisi autre chose. Il a sillonné les routes des États-Unis, dormant dans sa voiture, pour proposer sa recette à des restaurants. Il a essuyé plus de 1000 refus avant qu'un premier établissement accepte. À un âge où la plupart des gens ont renoncé à tout. Ces 65 premières années n'ont pas été du temps perdu. Elles étaient le compost. Chaque échec avait aiguisé son obstination, sa résilience, sa connaissance du commerce et des gens. Vera Wang voulait être championne olympique de patinage artistique. Elle s'est entraînée des années. Elle n'a pas été sélectionnée. Échec. Elle est devenue journaliste de mode. 15 ans de carrière. Quand elle a postulé pour devenir rédactrice en chef, on a donné le poste à quelqu'un d'autre. Échec. À 40 ans, elle cherchait une robe de mariée. Rien de ce qu'elle voyait ne lui plaisait. Elle a dessiné la sienne. Puis elle a ouvert une boutique. Aujourd'hui, son nom est synonyme de robe de mariée de luxe. Ce n'est pas malgré ses échecs qu'elle a réussi. C'est à cause d'eux. Le patinage lui avait donné une discipline et un sens de l'esthétique du mouvement. Le journalisme lui avait appris à comprendre les tendances, à raconter des histoires. Chaque détour l'avait équipé pour le moment où la convergence se produirait. Stan Lee a 40 ans. Il travaille dans les comics depuis 2 décennies. Il n'a rien créé de vraiment marquant. Il se sent comme un raté. Il envisage de démissionner. Sa femme Joanne lui dit, avant de partir, écris au moins une histoire que tu aimerais lire, une histoire qui te ressemble vraiment. Il prend le risque. Il crée les 4 Fantastiques, puis Spider-Man, puis Hulk, X-Men, Iron Man, Thor, la mythologie moderne.
Toute son œuvre majeure est née après 40 ans, après des années de frustration, de travail alimentaire, de désillusion. Les années qu'il croyait perdues lui avaient appris le métier, l'avaient rempli d'histoires non racontées, de colères rentrées, de personnages en attente. Anna Mary Robertson Moses, que le monde appelle Graham Moses, était une fermière. Toute sa vie, elle a travaillé la terre, élevé des enfants, brodé des tableaux. À 78 ans, l'arthrite l'empêche de tenir une aiguille. Elle aurait pu s'arrêter là. Elle prend des pinceaux et commence à peindre. Ses œuvres, naïves et lumineuses, vont captiver l'Amérique. Elle vivra jusqu'à 101 ans et peindra plus de 1600 toiles. À 78 ans, elle n'était pas en retard. Elle était exactement au début de sa saison de floraison. Julia Child a passé la trentaine à travailler pour les services secrets américains. Elle ne savait pas cuisiner un œuf avant 36 ans. C'est en France, lors d'un repas qui fut une révélation, qu'elle découvre sa vocation. Elle plonge dans la cuisine avec une passion obsessionnelle, essuie des refus d'éditeurs, travaille 8 ans sur un manuscrit. Elle publie son premier livre de cuisine à 50 ans. Elle qui n'avait aucun diplôme, aucun parcours classique, elle est devenue la plus grande figure de la gastronomie américaine. Son échec à rentrer dans les cases traditionnelles a été la condition de sa singularité. Son parcours chaotique lui a donné une voix, une authenticité, un humour que les cuisiniers académiques n'avaient pas. Que retenir de ses vies? Pas seulement que la réussite tardive est possible, ce serait trop facile. Ce qu'elle montre, c'est une vérité plus profonde. Les années que tu juges perdues, les échecs que tu rumines, les détours que tu regrettes, tout cela n'est pas un obstacle à ton accomplissement, c'en est la matière première. Aucune de ces personnes n'a réussi en dépit de son passé. Elles ont réussi à travers leur passé, en transformant chaque chute en apprentissage, chaque déception en carburant, chaque refus en clarté sur ce qu'elles voulaient vraiment. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu as accumulé de l'expérience, de la texture, de la profondeur. Un homme ou une femme qui n'a jamais échoué est un être humain qui n'a jamais rien tenté de significatif. Celui qui a toujours marché sur une route droite ne connaît ni l'équilibre ni la force qu'il faut pour traverser les ravins. Ta vie n'est pas une ligne droite, elle est une forêt traversée. Tu as trébuché sur des racines, tu t'es égaré dans des clairières, tu as passé des nuits sans feu. Mais aujourd'hui, tu connais cette forêt. Tu sais lire les signes que les novices ignorent. Tu as une relation intime avec l'incertitude, avec la peur, avec le courage fragile qui se lève au petit matin après une nuit de doute. Cette intimité est une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Frankl encore disait que si la vie a un sens, alors la souffrance aussi doit en avoir un. L'échec, ton échec, a un sens. Il n'est pas une punition du destin. Il est une forge. Il t'a dépouillé de tes illusions, de ton arrogance peut-être, de ta naïveté certainement. Il t'a ramené à l'essentiel. Il t'a demandé, encore et encore, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Chaque fois que tu as répondu à cette question en te relevant, tu es devenu plus solide, plus vrai, plus toi. Le mensonge social que nous avons dénoncé te faisait croire que le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais il n'y a pas de temps perdu si tu transformes ce temps en sagesse. Les heures sombres que tu as traversées ne sont pas des trous dans ton CV existentiel. Elles sont des puits. Ce que tu en remontes aujourd'hui est plus précieux que ce que tu aurais glané sur une route sans obstacle. La compassion que tu ressens pour ceux qui souffrent, la patience que tu as apprise à force d'attendre, la lucidité qui te permet de voir derrière les masques des autres, tout cela vient de là, de tes échecs, de tes nuits de 3 heures du matin, de tes rêves momentanément enterrés. Regarde la nature une fois de plus. La graine doit pourrir dans l'obscurité de la terre avant de germer. La chenille se liquéfie entièrement dans son cocon avant de devenir papillon. La nature ne juge pas la décomposition comme un échec. Elle sait que c'est une phase. Toi, tu te juges, tu te condamnes. Mais tu es encore dans le processus. L'obscurité que tu traverses, ce sentiment d'être défait, ce que tu appelles le ratage de ta vie, c'est peut-être le cocon. Et dans ce cocon, quelque chose se recompose à un niveau que tu ne peux pas encore percevoir. Jung l'a écrit, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-ce, pour éviter de regarder leur propre âme en face. Toi, tu es en train de la regarder, c'est pour cela que tu souffres. Mais cette souffrance est la porte, pas le mur, la porte. Si tu acceptes de la traverser, tu découvriras une force dont tu ne soupçonnais pas l'existence.
La force de celui qui s'est perdu et qui a trouvé un chemin qui n'était pas sur la carte. La force de celui qui a été brisé et qui s'est recollé, mais avec des lignes de faille qui laissent passer la lumière. La force de celui qui ne fait plus semblant. Tes échecs ne sont pas des taches sur ton passé. Ils sont les racines noueuses de l'arbre que tu es en train de devenir. Gratte un peu la surface de ta honte et tu trouveras de l'or. Cet or, personne ne peut te l'offrir. Il ne s'achète pas. Il ne se gagne qu'au prix de ce que tu as vécu. Il est le trésor spécifique que chaque être humain forge dans la caverne de ses propres épreuves. Alors la prochaine fois que tu te tiendras face à tes souvenirs d'échecs, ne les repousse pas, accueille-les. Demande-leur ce qu'ils ont à t'apprendre. Ils ne sont pas venus te condamner, ils sont venus te préparer pour ce qui vient. Pour ce que toi seul peux accomplir, non pas malgré, mais grâce à la somme de tes jours difficiles. Ce que tu appelles échec est en réalité le langage secret que la vie utilise pour te sculpter. Il n'est pas trop tard. Ces 4 mots, tu les as déjà entendus. On te les a dit avec un sourire poli, une tape sur l'épaule, ce ton condescendant qu'on utilise pour rassurer un enfant qui pleure. Et tu n'y as jamais cru. Parce qu'on te les offrait comme un pansement, pas comme une vérité. Parce que personne ne te montrait pourquoi, comment, à quel moment précis de ta chute, tu pouvais encore te rattraper. Alors écoute. Pas avec tes oreilles, avec cette partie de toi qui s'est tue depuis si longtemps que tu as oublié qu'elle existait. Il n'est pas trop tard, non pas parce que c'est une formule magique qu'on répète pour se donner bonne conscience. Non, il n'est pas trop tard parce que la vie ne connaît pas la catégorie du trop tard. C'est une invention humaine, un concept fabriqué par ceux qui ont besoin que tu restes à ta place, silencieux, docile, résigné. La sève de l'arbre ne demande pas si la saison est passée. Elle monte quand les conditions sont réunies. Point. Et si l'hiver a été long, rude, interminable, la montée de sève n'en est que plus puissante. Tu te crois au soir de ta vie. Mais le soir, c'est encore le jour. La lumière y est juste différente. Plus douce, plus oblique. Elle caresse les choses au lieu de les frapper. Et dans cette lumière, on voit souvent ce qu'on avait manqué dans l'éblouissement de midi. Ce que tu appelles la fin n'est peut-être qu'un commencement qui s'ignore, qui attend que tu changes de regard. Tu as passé des années à croire que tu devais être quelqu'un. Un titre, un statut, une réussite mesurable. Mais être quelqu'un est un piège. C'est une cage qui t'a été tendue dès l'enfance. La vraie question n'est pas qui tu aurais dû devenir. La vraie question, c'est qui tu es quand tu cesses de courir après des fantômes. Qui tu es quand tu poses les armes, qui tu es dans le silence, sans personne à impressionner, sans preuve à fournir, sans CV à brandir. Ce que tu trouves là, dans ce dépouillement, c'est un noyau indestructible. Une présence que les années n'ont pas altérée. Une étincelle qui n'a jamais cessé de brûler, même sous la cendre. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas hors jeu, tu es juste passé par le désert. Et le désert, dans toutes les traditions du monde, n'est pas un lieu de mort. C'est un lieu de transformation. C'est là que les prophètes ont entendu leur appel. C'est là que les nomades ont trouvé leur étoile. C'est là que toi, maintenant, tu commences à entendre une voix différente de celle qui t'a condamné dans l'obscurité de 3 heures du matin. Cette voix ne te dit pas que tu as raté, elle te dit que tu as vécu, que tu as aimé maladroitement, échoué douloureusement, espéré obstinément. Elle te dit que chaque cicatrice est une phrase de l'histoire que toi seul peux raconter, que chaque détour t'a mené ici, précisément ici, dans cet instant où tu écoutes ces mots, et que cet instant n'est pas dû au hasard. Il n'est pas trop tard pour devenir qui tu devais être, mais laisse tomber le verbe devenir. Il sous-entend un futur lointain, une énième case à cocher. Laisse tomber le futur. La renaissance ne se passe pas demain. Elle se passe maintenant, dans la façon dont tu respires, dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont tu accueilles cette vérité toute simple. Tant que tu es vivant, tu n'es pas fini. Regarde autour de toi. Pas avec tes yeux d'hier, avec des yeux neufs. Cette maison qui t'a semblé une prison est un lieu d'où partir ou un lieu à transformer. Ce corps qui t'a semblé fatigué, trahi, usé, est encore capable de danser, de marcher, de sentir le vent, de frissonner devant une mélodie. Ce cœur que tu croyais sec est encore irrigué de désirs souterrains qui ne demandent qu'une fissure pour jaillir. Tu n'es pas un vase brisé, tu es un vase fêlé, et c'est par ces fêlures que la lumière entre, que l'eau vive s'écoule, que la musique passe. Tu te dis peut-être que c'est facile à dire, que je ne connais pas ta vie, tes dettes, tes deuils, tes chaînes, ta fatigue. Tu as raison, je ne connais pas le détail, mais je connais le principe.
Et le principe, des milliers d'hommes et de femmes l'ont vérifié avant toi dans des conditions bien pires que les tiennes. La renaissance ne dépend pas des circonstances. Elle dépend d'une décision. Une décision que personne ne peut prendre à ta place. Cette décision, elle tient en un instant. L'instant où tu cesses d'attendre que le monde te donne la permission. L'instant où tu comprends que l'âge, l'argent, le statut, les diplômes, les bénédictions sociales, tout cela est secondaire. Ce qui est premier, c'est le feu. Et le feu, tu l'as. Sinon, tu ne serais pas là. Sinon, tu n'aurais pas écouté jusqu'ici. Sinon, cette question douloureuse de la vie ratée ne tenterait pas avec autant d'insistance. Le jour où tu arrêtes de combattre tes démons et où tu commences à les écouter, quelque chose change. Tes échecs ne sont plus tes bourreaux, ils deviennent tes conseillers. Ta souffrance n'est plus ton ennemi, elle devient ta boussole. Tes regrets ne sont plus des chaînes, ils deviennent des panneaux indicateurs. Ils te montrent ce qui compte vraiment pour toi. Sous chaque regret, il y a une valeur piétinée, un désir ignoré, une vérité bâillonnée. Si tu suis la piste du regret, tu arrives au trésor que tu as enfoui. Et ce trésor est intact. Tu te demandes quoi faire, par où commencer. La question te paralyse depuis si longtemps que tu as renoncé à la réponse. Alors je vais te le dire. Commence minuscule, commence invisible, commence sans demander la permission. Ce livre que tu voulais écrire, écris une phrase ce soir, une seule. Ce tableau que tu voulais peindre, achète une toile et pose une couleur. Cette relation que tu voulais réparer, envoie un message. Ce métier auquel tu rêves, renseigne-toi sur une formation. Cette langue que tu voulais apprendre, écoute une chanson dans cette langue et laisse-la t'envahir. Ne cherche pas à gravir la montagne entière, fais le premier pas. Un pas minuscule, presque ridicule. Mais fais-le, car ce pas minuscule, c'est lui qui brise le sortilège. C'est lui qui dit à l'univers, à ton âme, à l'enfant que tu as été. Je ne t'abandonne plus, je reviens. La renaissance n'est pas un spectacle, elle n'est pas bruyante, personne ne viendra te filmer, personne ne t'applaudira au début. Peut-être même qu'on te découragera, qu'on te trouvera naïf, ridicule, hors sujet. Laisse-les parler. Leur scepticisme ne concerne pas ta vie, il concerne leur peur de voir quelqu'un qui ose ce qu'eux n'osent pas. Ne te laisse pas happer par leur résignation. Tu n'es pas eux, tu es toi. Et toi, tu as traversé des nuits qu'ils ne soupçonnent pas. Tu as une force qu'ils ne mesurent pas. Tu as un trésor qu'ils ne verront jamais. Tu te souviens de ce que tu ressentais, enfant, devant quelque chose de beau. Une flaque d'eau qui reflétait le ciel. Une lumière de fin d'après-midi sur un mur. Une musique qui te donnait la chair de poule. Tu ne te demandais pas si c'était utile. Tu ne te demandais pas si tu avais l'âge. Tu accueillais. Tu vibrais. Cette capacité n'a pas disparu. Elle s'est recouverte de poussière, de cynisme, de pragmatisme, mais elle est là. Gratte un peu, tu verras, elle est intacte. La stupeur, l'émerveillement, la gratitude nue, tout cela t'attend, non pas dans un autre monde, dans celui-ci. Dans ta vie telle qu'elle est, avec son bruit et sa fureur, avec ses cicatrices et ses dettes, avec ses matins gris et ses soirées lourdes. La beauté est là, cachée dans les plis du quotidien, et elle ne demande qu'un regard lavé de frais pour apparaître. Il n'est pas trop tard pour aimer, pas trop tard pour pardonner, pas trop tard pour te pardonner. Toi d'abord, ce garçon, cette fille que tu étais et que tu as jugé si durement. Pose ton fardeau 1 minute, juste 1 minute. Dis à cette part de toi que tu as assez payé, que les erreurs sont devenues des leçons, que les détours sont devenus des chemins, que la dette est annulée, que la page peut se tourner sans qu'on ait fini de comprendre. Car tu ne comprendras jamais tout. Et c'est ainsi. La vie n'est pas une équation à résoudre. C'est une danse à danser, une musique à écouter, un tableau à peindre avec les couleurs que tu as, même si elles ne sont pas celles que tu aurais voulu. Tu as peut-être oublié une chose essentielle. La personne que tu voulais devenir n'est pas morte. Elle est en retard, c'est tout. Elle a pris des chemins de traverse. Elle s'est arrêtée pour panser des blessures. Elle a porté des fardeaux qui n'étaient pas les siens. Mais elle est toujours là. Elle t'attend. Elle t'attend au prochain virage, assise sur une pierre au bord du sentier, et elle te sourit. Elle ne te reproche rien. Elle sait que tu as fait ce que tu as pu. Elle sait que tu étais fatigué. Elle sait que tu avais peur. Maintenant, elle te tend la main. Elle te demande juste une chose. Continue. Ton histoire n'est pas écrite. Aucune histoire n'est écrite tant que le cœur bat. Chaque jour est une page blanche. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité brutale. Demain matin, le soleil se lèvera, pas pour juger ta vie, pas pour mesurer ton retard, juste pour éclairer. Et dans cette lumière, tu auras le choix.
Le même choix qu'hier, mais avec une conscience différente. Ressasser ou avancer, te condamner ou te libérer, rester couché ou te lever. Personne ne t'y obligera, personne ne viendra te chercher. Mais si tu te lèves, si tu fais ce geste minuscule, si tu poses la première pierre de ce qui pourrait être, tu ne sais pas encore quoi, tu ne vois pas encore la forme. Alors quelque chose dans l'univers se mettra en mouvement. Tu ne le crois peut-être pas. Essaie quand même. Essaie pour voir. Tu n'as rien à perdre. Tu as déjà traversé le pire. Le pire, c'était ce verdict que tu prononçais dans le noir. Et ce verdict, tu sais maintenant qu'il était faux. La vie t'a forgé en secret. Elle t'a préparé pour ce qui vient, non pas un chemin sans pierre, mais un chemin que tu emprunteras avec des pieds qui savent où se poser parce qu'ils ont déjà saigné. Ce qui t'attend n'est pas nécessairement plus facile, mais ce sera plus vrai. Et le vrai, seul le vrai, apaise la soif qui te brûle depuis si longtemps. Alors respire, inspire profondément. Sens cet air qui entre en toi. Cet air a traversé des forêts et des océans. Il a touché d'autres êtres vivants. Il t'offre l'oxygène gratuitement, sans condition. La vie te donne tout, à chaque seconde, sans vérifier ton CV, sans te demander si tu as réussi tes examens, sans compter tes nuits d'errance. Elle te donne l'instant, cet instant précis. Il est à toi, il est neuf. Il n'a jamais été utilisé. Fais-en quelque chose, n'importe quoi. Un sourire, une larme, un mot, un silence habité. Mais fais-en quelque chose de tien. Il n'est pas trop tard. Ces 4 mots maintenant, tu sais qu'ils ne sont pas une formule de politesse. Ils sont le nom de la force qui t'a maintenu en vie jusque-là. Ils sont le nom de l'instinct qui t'a poussé à écouter jusqu'ici. Ils sont le nom de l'aube qui se lève toujours après la nuit, même la plus longue, même la plus noire. Le verdict est levé, le mensonge est démasqué, tes échecs sont devenus ta force. Et maintenant, devant toi s'étend un champ de possibles que tu ne voyais plus. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour personne. Le simple fait que tu respires est la preuve que ta vie n'est pas finie, qu'elle n'attendait qu'une chose, qu'un regard neuf, qu'une oreille neuve, qu'un souffle neuf. Le reste n'est pas à écouter, le reste est à vivre.